Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Les médias, les débats, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Marion Alombert. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice des rédactions ludiques et thématiques chez Prisma Presse et vous êtes rédactrice en chef de Voici. On vous a invité ce matin pour faire le point sur la saga Amber Heard, Johnny Depp. Enfin la saga du procès. C'est un procès qui s'est ouvert le 11 avril, qui s'est terminé la semaine dernière. On attendait le verdict pour hier. Visiblement, ça prend un petit peu plus de temps. C'est un procès qui a passionné... c'est le grand déballage. Oui, c'est le grand déballage. C'est un procès qui a passionné le monde entier parce que c'est vrai que c'était quand même du jamais vu. On va y revenir avec vous dans un instant. Gilles, la question du jour. La question du jour, c'est la question qu'on se pose autour de la machine à café. T'as regardé Roland Garros? Ah non, j'étais me coucher. Ah, c'était trop long. Est-ce que finalement, puisque hier ça a été diffusé donc uniquement sur Prime Video et donc pas sur le groupe France Télévisions, résultat, le match s'est fini très très tard. Ouais. Et donc on s'est demandé ici si certains matchs clés ne doivent-ils pas être diffusés l'après-midi. Mais ce qui était le cas, là c'est vrai qu'on a évoqué cette polémique hier du pognon, pardon de le dire comme ça. Ah mais des Américains et du pognon, c'est clair. Donc ces matchs-là, de souvenirs des demi-finales le soir comme ça, pas à cause du mauvais temps, moi j'en ai pas souvenir. Hein. Non, et puis c'est une décision de la nouvelle patronne de l'organisation de Roland Garros. Amélie Mauresmo, voilà. Qui était avant commenter les matchs. Alors ils disent quoi nos auditeurs? Ils nous disent oui à 75%, non à 25%. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio et vous pouvez également aller sur le compte YouTube et puis discuter et réagir. On a hésité avec une autre question, Marion Alombert, qui était faut-il diffuser en France des procès à la télévision comme des procès importants? Vous y seriez favorable, vous? De ce que j'ai vu là sur le procès Amber Heard, j'ai envie de dire non, parce que effectivement il y a un double procès, il y a un procès finalement qui s'est fait sur les réseaux sociaux et sur lequel la justice aura beaucoup de mal à donner sa propre décision. Ouais. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. C'est notre question du jour, des images et un son que vous n'avez sans doute pas vu en direct car elles ont été diffusées à 1h20 du matin. Ouais. C'est la balle de match de Rafael Nadal face à Djokovic pour les quarts de finale de Roland Garros. Oh, une gigantesque balle de match qui met un terme à ce monument du tennis, d'ores et déjà entré dans le panthéon de ce sport incroyable. Cette victoire en 4h12 de Rafael Nadal, 59e match face à Novak Djokovic. Il peut goûter son triomphe. C'est colossal. Exceptionnel. À noter que les commentaires ont été très critiqués sur les réseaux. J'ai regardé le début, c'était un peu dur, oui, avec des superlatifs. Vous avez regardé ou pas, Marion? Pas du tout. Vous n'êtes pas tennis. Non, pas du tout. Mais est-ce que Nadal et Djokovic sont des bons vendeurs pour Voici? Est-ce que les sportifs Non, les sportifs en général sont pas à part. Neymar, j'imagine quand même. Non, même pas non. On a vraiment. Alors déjà, on a un lectorat qui est quand même à 80% féminin et qui est quand même très très orienté sur les people, télé, cinéma, musique, français surtout. Donc non, les footballeurs et autres sportifs, on les traite, mais on les traitera par exemple jamais en couverture. Mbappé, il fera jamais une couverture de Voici. Alors ça dépend. S'il est avec une star, exactement, oui. Faut qu'il soit avec une star. Mbappé, pour le moment, ne fait pas partie des grosses pointures people. Ça ferait pas vendre Voici. Non, on est plus sur Guillaume Canet ou Marion Cotillard. Ah, toujours. C'est marrant. Ça reste effectivement, on a dit un petit peu hors antenne, il n'y a plus de stars, plus beaucoup. En tout cas, Marion Cotillard reste. Oui, bien sûr, Vanessa Paradis, oui, Sophie Marceau. Évidemment. Voilà. Les premières condamnations sont tombées dans les exactions de ce samedi au Stade de France, Valérie, comme le rapportait ce matin BFM TV. Dans le box des accusés, 3 hommes de 24, 25 et 34 ans. Tous en situation irrégulière et déjà connus défavorablement des services de police. Pour la juge, leur présence aux abords du Stade de France le soir de la finale n'était pas un hasard. Vous étiez dans la cohue, là où tous les vols se commettaient.
Vous avez attendu que tous les supporters sortent pour faire un mauvais coup. Le premier accusé s'appelle Oussama. Il est algérien sans domicile fixe. Il écope de 6 mois de prison avec sursis pour vol en réunion d'un téléphone portable à une supportrice de Liverpool. Le deuxième est aussi algérien. Il se prénomme Abdelmaïd. Il vit en France depuis 2 ans. Lui est condamné à 10 mois de prison, dont 7 fermes, pour avoir volé une montre de luxe à un supporter étranger. Le dernier s'appelle Ahmed. Il est palestinien. Il a violemment arraché le collier d'une supportrice et a frappé un policier, ce qui lui a valu 21 jours d'arrêt de travail. À l'énoncé des faits, l'accusé affichait un sourire en coin. Il écope de la peine la plus lourde, 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. 3 autres prévenus, des ressortissants péruviens, seront quant à eux jugés le 5 juillet prochain. Bon, ils ne sont pas très anglais, ceux qui passent pour l'instant en référé. En comparution. En comparution. Hier, Emmanuel Macron était au centre hospitalier de Cherbourg. J'ai fait Cherbourg. Valérie, il en a profité pour redire que l'intégration des soignants non vaccinés ne changerait rien au problème et au manque de personnel de l'hôpital. On parle d'une infinie minorité. Et je crois qu'il ne faut pas confondre tous les sujets. Et en toute honnêteté, la réintégration des soignants non vaccinés n'est absolument pas une réponse au problème que nous posons aujourd'hui. Elle n'a pas cette magnitude. Qui plus est, vous avez quand même souvent, soyons honnêtes aussi, des soignants qui ont un rapport aux soins et à la déontologie qui est très marginal par rapport au reste de leurs collègues. Puisqu'on a aujourd'hui une situation où plus de 95% des soignants et des administratifs se sont vaccinés parce qu'ils considèrent que c'était leur devoir, que c'était leur responsabilité, c'est leur rapport à la déontologie médicale. Voilà, ils n'ont pas de déontologie d'après Emmanuel Macron. Je pense que ça fera réagir. Alors j'ai cherché une petite news un peu people et politique pour vous, Marion d'Alembert, rédactrice en chef à Voici. D'Alembert, elle n'est pas encore à point de vue, mais oui, c'est vrai. Ça va venir. Bon, écoutez, si Marine Le Pen approuve le projet de loi pour supprimer les retraits de points en cas de petites infractions, vous allez voir qu'elle a une bonne raison. C'est Quotidien qui le constatait. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. C'était la Marine Le Pen experte qui était invitée. Le sujet était... Est-ce que vous pensez qu'il faut supprimer le permis à points ? Moi, j'ai plaidé pour que les excès de vitesse, que j'appelle les petits excès de vitesse, de moins de 20 km/h, ne fassent plus l'objet de retrait de points sur les permis. Le retrait de points. Et c'était la Marine experte. Depuis le 7 septembre 2012, Marine Le Pen n'a plus le droit de prendre le volant. En cause, l'annulation de son permis de conduire pour 8 infractions commises entre 2007 et mars 2012, 7 excès de vitesse et un feu rouge brûlé. Marine Le Pen n'a plus son permis depuis 10 ans, du coup, tout ce qu'elle dit a une autre saveur. Et voilà. Oui, mais peut-être qu'elle l'a repassé. Non, parce qu'après, plus loin, ils expliquaient que pour l'instant, elle n'avait pas récupéré. Je suis pas sûr que ça fasse la une de Voici. Non. Les politiques, ça marche pas. Ça dépend. Ça dépend qui et ça dépend avec qui. Vous auriez fait la couverture d'Éric Zemmour avec Sarah Knafo? Non, parce que elle n'était pas enceinte et qu'on publie pas de fausses informations. Non, mais au départ, elle n'était pas enceinte. C'est boum pour. Ah oui. Non, mais la première photo qui était dans l'eau, il disait pas qu'elle était enceinte. On n'a pas eu les photos, mais on avait fait une couverture pour effectivement révéler. Vous avez révélé. On avait révélé la relation avec Sarah Knafo, mais non. Alors comment vous vérifiez qu'elle est enceinte ou pas? On a des informateurs. Voilà, une personnalité. Est-ce que c'est vrai que, pardon, je commence un petit peu, que ceux qui vous informent font partie des 5 personnes les plus proches des personnalités en général? Ça dépend complètement. Non, il n'y a pas de règle. Je révélerai jamais évidemment l'identité de nos informateurs. Non, mais moi on m'avait dit ça à une époque que c'était en général des très très proches, totalement insoupçonnables par les personnalités. C'est possible, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, ils sont rémunérés pour l'information qu'ils vous donnent, parce que moi j'ai plein d'infos sur Valérie Expert. On peut en parler tout à l'heure. Avec plaisir. Pas sûr que ça intéresse beaucoup de monde. Je pourrais vous raconter tellement de choses. Non, on finit en musique, Valérie. Un tube de 1985 et qui revient à la mode grâce à Netflix. Oh, j'espère que vous aimez, moi je suis un peu fan. C'est le tube de Kate Bush, Running Up That Hill. Et vous savez pourquoi ça revient dans l'actualité? Oui, parce que c'est la musique de... J'ai vu ça. Parce que c'est dans le premier épisode de Stranger Things qui est en ligne depuis le 27 mai sur la plateforme Netflix, et du coup c'est redevenu un hit grâce à la diffusion de cet épisode, un hit de Kate Bush qui caracole en tête sur tout.
beaucoup et j'ai vu des gens effectivement un peu énervés sur les réseaux sociaux qui disaient oh là là, il découvre Kate Bush maintenant, c'est scandaleux. Mais c'est peut-être une chanteuse que les moins de. Mais oui, mais j'en parlais avec des gens. On a une rédaction plutôt jeune et j'en parlais avec les gens de la rédaction et avec notre réalisateur. Ils connaissaient pas Kate Bush, non. C'est vrai que là aussi. À 85, hein. Mais c'est compliqué. On va évidemment revenir avec vous, Marion Lambert, sur le procès Johnny Depp en Amber Heard. C'est difficile de doser justement auprès de vos lecteurs ceux qui sont connus, ceux qui sont moins connus, de toucher en fait des générations assez larges. Comment vous faites? Alors en fait, on a notre cœur de cible, donc qui est attaché aux stars assez populaires françaises. Donc c'est là-dessus en fait qu'on fait des couvertures. Les gens. Par contre, dans tout le magazine, on va traiter de stars plus jeunes, de stars américaines, parce qu'aussi nos lectrices sont des femmes qui ont souvent des filles ados, pré-ados, avec qui elles aiment bien discuter, et ça leur donne finalement une petite porte d'entrée pour dire dis donc j'ai lu que Dua Lipa elle avait ci, elle avait fait ça. Donc c'est pas forcément là-dessus qu'on va vendre, mais ça fait partie de l'offre éditoriale. Mais votre vrai concurrent maintenant c'est Instagram, parce que les people mettent beaucoup de choses sur Instagram alors qu'ils ne voulaient pas que ça soit dans les journaux. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est vrai, on a beaucoup de people qui mettent en scène leur vie privée. Après, nous, notre rôle, c'est aussi de montrer un peu l'envers du décor, parce qu'Instagram, c'est pas la vraie vie, c'est la vie fantasmée des stars et ce qu'ils veulent montrer. Donc nous, on est aussi là pour montrer l'envers du décor. Typiquement, ce qu'on voit dans le procès Amber Heard, c'est l'envers du décor, c'est pas ce qu'ils auraient montré sur les réseaux sociaux. Et après, il y a aussi des scoops qui ne sortent jamais sur les réseaux sociaux, qui ne sortent que dans la presse people. Oui, absolument. Des pressions, parfois de people qui savent qu'ils ont été... Non, honnêtement, pas trop. Et puis en fait, on gère ça sans aucun problème. Alors, l'affaire Johnny Depp, Amber Heard, donc le verdict, on l'attendait hier. On rappelle que c'est un procès qui a démarré le 11 avril, qui s'est terminé fin de semaine dernière. Tous les jours, Amber Heard et Johnny Depp se retrouvaient sur le banc au tribunal. L'acteur avait poursuivi, c'est lui qui a lancé la première plainte. Après qu'elle a publié un article qu'il juge, lui, diffamatoire, il lui réclame 50 millions d'euros. Et elle a par la suite porté plainte en demandant 100 millions d'euros pour violences physiques et abus. Et c'est un véritable feuilleton qui s'est déroulé sous nos yeux et sous vos yeux, j'imagine. Vous avez, ça a passionné aussi les Français? Ah oui. Sur le digital notamment, où c'est évidemment un feuilleton quotidien, à différence du print où c'est un hebdomadaire. Oui, les audiences étaient très fortes sur toutes les news sur Amber Heard et Johnny Depp. Alors vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui vous a surpris un peu dans le procès, dans les échanges? Ce qui m'a surpris déjà, c'est que Johnny Depp aille sur un second procès, puisqu'il avait déjà perdu celui du Sun en 2020, donc c'était risqué. On a bien vu aussi tous les dommages collatéraux par rapport à son image et sa carrière, donc il jouait quand même très très gros en remettant une pièce dans la machine. Moi, là où j'ai été étonnée, je pense comme tout le monde, c'est de voir à quel point on est rentré dans l'intimité de ce couple, à quel point on a vu un couple aussi complètement dysfonctionnel, quelles que soient les accusations des uns ou des autres, on peut quand même que constater que c'est extrêmement toxique comme relation. Et voilà, et cette fascination qu'on a, je pense, un peu tous, et puis ce côté un peu voyeur de ce couple qui est ultra glamour sur tapis rouge, où on imagine une vie absolument rêvée et extrêmement douce, et on se rend compte que c'est un vrai fait divers en fait. Oui, c'est un vrai fait divers, et puis ça a été un déballage qui est allé très loin aussi dans les détails. On a vu aux États-Unis qu'il y avait vraiment les partisans de l'un, les partisans de l'autre, et moi, enfin, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, quand on parle de violence conjugale, en général, c'est la femme qui est suivie, crue, et là, il y a eu vraiment un élan de soutien envers Johnny Depp. Oui. C'est-à-dire qu'elle a un peu perdu, en tout cas, la bataille de la popularité, si on peut parler de ça. Ah oui, elle a été complètement... elle a été complètement dépassée en fait par les fans de Johnny Depp, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur place. Il y a des fans de Johnny Depp qui campent
pour pouvoir dormir sur place et être vraiment les premiers à l'attendre. Il y avait des centaines de fans avec des panneaux, avec des pancartes de soutien. Et sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, ça a été une déferlante pro-Depp, alors que Amber Heard, elle, mais s'en est pris plein la figure. Elle a été ridiculisée. Il y a eu plein de photomontages. Il y a eu et finalement son groupe de soutien sur Twitter, par exemple, il y a eu 27 000 mentions sur Twitter pour le groupe de soutien d'Amber Heard, quand il y en a des millions pour Johnny Depp. Ouais. La dernière information qu'on a eue un peu lundi, c'est qu'elle s'est excusée. On a vu qu'elle avait quand même pas mal menti, qu'elle avait pas mal... C'était ça l'information de lundi? Alors en fait, elle a menti. Moi, je jugerai pas non plus, mais elle a effectivement, là où c'est sûr, c'est qu'elle a menti sur l'argent. Sur l'argent, elle avait, lors du procès à Londres, déclaré sous serment qu'elle avait rendu 7 millions de dollars à des associations caritatives. Or, en fait, il y avait juste 1 million et le reste, elle l'a gardé en disant qu'elle le gardait à cause de Johnny Depp pour sa défense. Mais voilà, effectivement, elle a commis un parjure. Et ça a été le moment où, effectivement, ça a basculé, puisque là, à partir du moment où on ne la croit pas sur quelque chose, ça remettait en cause, finalement, toute sa parole depuis le début. Ouais, ce qui est, encore une fois, je reviens sur l'image, parce que Johnny Depp dit qu'elle lui a détruit sa carrière. Là, c'est aussi encore une fois une bataille de l'image, et au-delà du verdict du procès, il y a cet enjeu pour chacun d'entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des pétitions qui circulent pour l'empêcher, elle, de jouer dans Aquaman 2. Donc ça va être au-delà de la condamnation ou du gain de l'un ou de l'autre. A priori, en fait, on pourrait dire limite que Johnny Depp a déjà gagné le procès, en fait, parce que ça va pas être une question d'argent, ni l'un ni l'autre de toute façon vont verser 50 ou 100 millions de dollars, probablement qu'ils les ont pas non plus. Donc le vrai enjeu, c'était pour Johnny Depp de pouvoir redorer son blason et de pouvoir retrouver des rôles. Il a quand même été mis à l'écart de la franchise Pirates des Caraïbes et des Animaux Fantastiques, qui sont quand même deux franchises énormes sur lesquelles il gagnait des dizaines de millions de dollars. Donc oui, pour eux, l'enjeu, c'était vraiment finalement de reséduire le public et donc forcément l'industrie du cinéma derrière. Son ex-femme, Vanessa Paradis, elle a été quand même très silencieuse dans l'histoire, tout comme sa fille. Oui. Vous avez cherché à avoir des interviews, j'imagine? Oui, alors elle reste totalement en dehors de ce sujet-là. Contrairement à Kate Moss, oui. Kate Moss, elle a parlé, a pris la défense de Johnny Depp. Elle a notamment démenti une des accusations d'Amber Heard qui avait dit que Johnny Depp avait poussé Kate Moss lors d'un séjour en Jamaïque d'un escalier, qu'elle était tombée. Donc Kate Moss a rétabli la vérité, a expliqué ce qui s'était passé, que c'était pas du tout ça, qu'il n'avait jamais été violent avec elle. Un auditeur nous dit elle risque le parjure, donc 5 ans de prison. Ça peut arriver? Ça pourrait arriver, honnêtement, il y a peu de chances que ça aille jusque-là. Mais qu'est-ce que peut être le verdict? Est-ce que vous êtes intéressé à ça? C'est-à-dire, c'est quand même, vous avez évoqué cette relation toxique entre eux. Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'un, de l'autre? On voit qu'il y a un peu des deux. Donc, quand on a écouté un petit peu les différents débats, qu'est-ce que peut être le verdict? Là, on est sur un procès en diffamation, donc finalement qui va pas établir des faits, qui va établir la possibilité qu'il y ait eu effectivement des violences et que donc Johnny Depp puisse être accusé dans la presse de violence conjugale. Mais les faits en eux-mêmes, c'est pas une enquête criminelle pour violence conjugale. Oui, mais elle a porté plainte pour ça, non? Oui, mais pour le coup, ce n'est pas encore engagé. Là, on est vraiment sur la diffamation. On est sur la diffamation, oui, donc il faut apporter... Il y aura un épisode 2. Oui. Donc il faut apporter la preuve qu'il n'y a pas eu de violence conjugale, donc il y a diffamation. C'est l'enjeu du procès aujourd'hui. Et donc il y a eu... des dizaines d'experts, d'amis, d'ex, d'assistants, tout le monde a témoigné. Il y a eu effectivement des vidéos, il y a eu des photos, il y a eu des SMS, il y a eu des mails. Enfin, on a quand même eu accès à toute leur vie en live. Le chien qui a fait le chien, lui accuse sa femme, la femme accuse le chien. Enfin, sur fond tout ça quand même de drogue et d'alcool. On voit qu'ils sont quand même extrêmement chargés toute la journée. Donc oui, c'est compliqué en fait, parce que tout ce qu'on voit, c'est que c'est une relation toxique, mais les violences elles-mêmes ont été très contestées. C'est-à-dire que Amber Heard a été accusée d'avoir trafiqué les photos qu'elle a montrées où elle a des bleus. Johnny Depp, lui, l'a accusé de lui avoir sectionné un bout de doigt en lui lançant une bouteille de vodka à la figure.
elle dit que ce n'est pas comme ça. Au final, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a évidemment un climat ultra violent. La façon dont ils se parlent est d'ailleurs totalement terrible. Hein. C'est n'est fait que d'injures, d'humiliation, t'es une mauvaise actrice et toi t'es qu'un gros alcoolique. Enfin, c'est vraiment hyper dur. Mais le vrai nerf, c'est est-ce que vraiment il y a eu violence. Il y a eu des choses un peu rigolotes. Marc Beaujour, qui s'occupe de la mode chez Quotidien, avait remarqué, comme dans les médias, que le lendemain, elle s'habillait comme Johnny Depp s'était habillé. Écoutez. Quand Johnny Depp s'habille en 3 pièces sombres, Amber Heard fait de même le lendemain. Quand il met une cravate Gucci avec la petite abeille, elle fait la même chose juste après. Quand il met un croisé gris, elle l'imite dans la foulée. Pour lui, c'est un Tom Ford. Pour elle, c'est un Gucci. On notera au passage que Johnny Depp a décousu sa boutonnière alors que Amber Heard a omis de le faire. Les petits fils blancs, hop là, sur la boutonnière, il faut les enlever. Ouais, c'est curieux ce mimétisme vestimentaire. Ils adorent se faire chier entre eux, en fait. Oui, alors ça a l'air d'être leur sport préféré. Après, ça a été, je pense, une erreur de la part d'Amber Heard dans la mise en scène d'elle-même au procès. Ça lui a quand même beaucoup nui. Parce que finalement Johnny Depp était en Johnny Depp, avec tous ses fans qui attendaient, et avec qui il a pris le temps de serrer des mains, de signer des autographes, de faire des hugs. Elle est apparue comme quelqu'un qui était dans une mise en scène totale. Manque de sincérité totale. On l'a accusée de minauder, d'être surmaquillée, surcoiffée, surhabillée, d'être finalement dans un rôle d'actrice et pas dans un rôle de femme. La une de Voici vendredi. Je ne peux pas vous dire, elle n'est même pas encore bouclée. Elle n'est pas encore bouclée. Bon. Est-ce que les affaires françaises, comme celle de PPDA ou de Nicolas Hulot, sont des choses que vous prenez à cœur à Voici? Oui, tout à fait. Et que vous relayez, et ça intéresse vos lectrices, hein? Oui, bien sûr. On avait fait une sur Nicolas Hulot quand il était parti en Bretagne juste après les accusations. On a traité l'affaire PPDA, on traite toutes ces affaires-là. Oui, ça intéresse nos lectrices, et puis c'est important aussi d'en parler. Toujours lectrices et les femmes plus Voici. 80% de lectrices, oui. Enfin, d'acheteuses, et après évidemment, dont je fais partie. Ça passe, tout le monde le lit, mais effectivement, en acte d'achat, ce sont des femmes. Et vous vous portez bien, puisqu'on dit que la presse chute d'une manière générale. Vous arrivez à maintenir, parce que vous avez de la concurrence, Gilles l'a évoqué, vous avez 2 autres titres qui sont là. Alors Voici se porte bien, on va fêter là, cette année, notre 35e anniversaire. Donc on a la chance aussi d'être un titre très installé sur le marché et d'avoir aussi un site qui fonctionne très très bien. Avec très efficace en tout cas. Est-ce que les numéros pendant les vacances se lisent plus dans le train et tout ça? J'imagine que ça se vend énormément durant les vacances qui arrivent. Là. Oui, notre grosse période, c'est l'été. Donc, et vous, alors, je sais pas comment je veux poser la question. Est-ce que vous anticipez? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, on garde un coup pour le mois de juillet pour faire une où les infos arrivent parfois vraiment au dernier moment? Non, on fait pas ça parce que le risque ce serait qu'à un moment ça sorte ailleurs. Faut être dans l'actu. On publiera pas des photos du mois de novembre en plein été. Donc non, on est. Non, pas publier les photos du mois de novembre, mais en sachant, c'est vrai que c'est les photographes qui vous alimentent aussi. Et Brigitte Macron, ça marche aussi très bien. Merci beaucoup Marion Lambert d'être venue ce matin, donc rédactrice en chef de Voici, la saga du procès Amber Heard Johnny Depp. On attend le verdict qui devrait prendre, nous disiez-vous, quelques jours. On se retrouve nous dans un instant pour parler du scandale Buitoni et Kinder avec l'association Foodwatch. À tout de suite. Vous votre histoire avec Tom Cruise? Non, on n'en parle pas. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.